Ces volte-face et ces coups de théâtre, les comparaisons ne manquent pas pour évoquer l'aventure d'Air Inter. Une histoire qui commence dans les années 60 et qui se termine brutalement le 4 juillet 1996 avec la fusion de la compagnie au sein du groupe Air France. Entre ces deux dates, 30 ans de service public et de rentabilité, mais aussi à partir des années 90, de déficit et de grève. Une équipe d'envoyés spéciaux a passé 4 mois au sein de l'entreprise. Chronique d'une mort annoncée, voici La bataille du ciel, un reportage de Philippe Boisserie et Patrick Voix. Si les choses se passent comme elles se sont passées pendant 3 ans, je n'ai aucun doute. Le groupe Air France sera dans les 10 plus grandes compagnies mondiales. Nous avons une histoire qu'il faut valoriser, un savoir-faire qu'il faut davantage qualifier, et dans un réseau d'alliances que nous sommes actuellement en train de bâtir, je suis persuadé que cela est possible. Pour autant, ce n'est pas fait. Tout reste à faire. 2 mois plus tôt, ce matin du 28 juin, l'ambiance sent la poudre au siège d'Air Inter. À l'ordre du jour du comité d'entreprise extraordinaire, l'étude du plan social et ses 950 suppressions de postes. Tiens, support col. Vous avez l'air surprise de me voir. Oui, je me suis demandé si vous alliez tenir la réunion ou pas. Donc, comme c'est vrai que légalement, alors après, ça aurait été un délit d'entrave caractérisé, je pense pas que vous... Bon, donc on y va, alors. C'est parti. Pour cause de grève et de lock-out, les avions ne voleront pas de toute la journée, peut-être plus. Les mains ont beau être de velours, les bras restent de fer. Loin des passagers, rentrés chez eux ou partis à la concurrence. Toute la direction. Démission. Vous voulez fusionner avec Air France. Voilà. Lorsque les salariés envahissent la salle et interrompent la séance présidée par Jean-Pierre Courcol, le directeur général d'Air Inter, ils savent qu'est en train de s'écrire la chronique d'une mort annoncée, celle de leur compagnie. Le 15 mars 1958, un appareil affrété par une nouvelle compagnie emporte ses premiers passagers du Bourget à Strasbourg. Elle se propose d'établir, pour la première fois en France, des transports aériens à l'intérieur du territoire. Cette compagnie va prendre le nom d'Air Inter. La société Air Inter se propose 2 objectifs principaux. Il y croyait, l'amiral Hébrard, à sa compagnie, même s'ils n'étaient pas très nombreux à se presser dans le petit appartement où Air Inter avait installé ses bureaux à ses débuts. Et si les actualités télévisées étaient là en 1961 pour le premier vol officiel Paris-Brest, beaucoup regardaient la nouvelle venue avec indifférence, condescendance, voire un peu de moquerie. Il faut dire que Paris-Brest, ça vous casse un peu la légende des Paris-New York ou Paris-Pékin de la grande sœur Air France. Au fil des ans, Air Inter va apprendre à se faire respecter. Avec ses caravelles puis ses Mercure, elle multiplie les lignes. C'est le temps du service public, de l'aménagement du territoire, du monopole et des bénéfices. Un temps révolu. Si nous ne faisons rien au fil de l'eau, nous serons dans 2 ans en situation de cessation d'activité. Celui qui parle ainsi en mai dernier n'est pas le patron d'Air Inter, mais celui d'Air France. Air France qui détient la majorité du capital de la compagnie domestique depuis 1990. En 6 ans, tous les piliers sur lesquels Air Inter s'est bâti se sont effondrés. Fini l'indépendance, le monopole et le service public, la concurrence s'est installée, les déficits aussi. Même les avions ont été repeints, aux couleurs d'Air France. Avec comme marque Air Inter Europe, juste une marque, la société s'appelle Air France Europe. Christian Blanc a promis d'en faire une compagnie européenne à côté d'Air France. Air Inter
est déjà une espèce en voie de disparition. Il est où le port? Air France nous pille. On peut vous demander un petit peu pourquoi vous êtes venu Parce qu'on a peur pour notre avenir. Qu'est-ce que vous redoutez, vous? Je redoute de ne plus pouvoir donner à moi à manger à mes enfants dans quelques temps. Je suis tout seul à travailler, je ne sais pas si j'aurai du travail dans quelques temps. Et on ne sait pas où on va. On a peur pour notre avenir, c'est ça, surtout. C'est aussi parce qu'on démantèle notre compagnie. On était très fiers de notre compagnie qui s'était faite toute seule, qui avait été vraiment florissante et que depuis 3 ans, on la dépaisse complètement. On nous enlève nos ailes, on nous enlève nos porteurs, on nous enlève nos passagers, on nous enlève nos lignes. Et ça, c'est inadmissible, je veux dire, quand on est une compagnie comme la nôtre. Quand on était une compagnie comme la nôtre. Encore une fois, depuis exactement... Rien. Conférence de presse. Il est évident que les salariés, si aujourd'hui ils sont au comité d'entreprise, c'est parce qu'ils sont inquiets. Ils ont besoin de réponses et il serait de bon ton que vous leur donniez ces réponses. Ce 28 juin, une question se pose, Air Inter va-t-elle imploser? Pendant 7 heures, salariés et syndicats retiennent leur patron. Pendant 7 heures, tout a été déballé. Les fermetures de lignes, profond traumatisme pour une compagnie fière de sa mission. Les suppressions de postes du plan social, les salaires revus à la baisse, et notamment ceux des pilotes, objet d'un ultimatum de la direction. Et bien sûr, la fusion avec Air France, le faux frère, soupçonné de vouloir se guérir en avalant la potion magique Air Inter. En filigrane, émerge une crainte, celle d'être finalement broyé par cette mondialisation que Jean-Pierre Courcol ne cesse de leur rappeler. Vous savez, comme l'ont fait Lufthansa, comme l'a fait en son temps British, il y a un moment où il faut remettre les choses en place dans le marché. Seulement aujourd'hui, les Anglais sont tout près d'être obligés de pouvoir mettre la main sur nous. Et c'est dramatique pour le groupe. Vous êtes d'accord? Aucune décision ne sera prise. D'accord? Bon, je souhaiterais donc que vous me laissiez sortir de la salle 10 minutes. Vous avez ma parole de mon retour. Après 5 heures d'âpre débat, pour satisfaire la demande des salariés qui réclament la présence de Christian Blanc, Jean-Pierre Courcol propose de lui téléphoner. Le PDG du groupe est à Bruxelles, où il négocie la recapitalisation d'Air France. Christian Blanc accepte de s'expliquer le jeudi suivant devant les comités d'entreprise d'Air Inter et d'Air France. Assurant et donné qu'aucune décision de fusion ne sera prise avant. Les salariés entérinent la proposition. Jean-Pierre Courcol a éteint l'incendie. Mieux, en laissant s'exprimer les colères et les angoisses du personnel, il a sans doute permis cet exorcisme qui ouvre la voie à Christian Blanc. La fin d'Air Inter vient de se jouer. Est-ce que vous êtes surpris par cette réaction de votre personnel? Non. Non, non. Je ne suis pas surpris par la réaction du personnel d'Air France Europe. Vous savez, c'est un personnel qui a vu passer beaucoup de choses depuis 5 ans, y compris le changement de statut. On ne passe pas du monopole à une compagnie concurrencée sans beaucoup de problèmes. Et ces gens qui ont vécu, non pas dans le confort, mais dans une période d'expansion rare, se retrouvent aujourd'hui concurrencés dans une période de dépression. Et ils ont du mal à comprendre et ils ont surtout du mal à bien voir leur avenir. Et quand on est dans cette situation-là, eh bien, ma foi, on a toujours tendance à se replier sur soi-même et quelquefois à adopter la politique du pire. C'est un rituel, le temps d'une escale, on se joue buffet froid. L'équipage que nous suivions pendant les 2 jours de sa rotation se retrouvait à la bonne franquette. Arrivés au travail vers 16 h, ils avaient déjà décollé 2 fois, un aller-retour vers Strasbourg. Dans moins d'1 heure, ils repartaient vers Pau. Il fallait faire vite. J'ai pris un plateau strasbourgeois avec des noix, avec jambon. Aujourd'hui, c'est exceptionnel. Nous avons 1h10 d'escale, c'est fantastique. Mais la plupart du temps, ce sont des escales de 50 minutes. Donc, nous mangeons souvent sur le pouce, rapidement. On commence le plateau sur une escale, on la termine souvent sur une autre escale, en fait. Voilà. L'image d'Épinal, c'est toujours de se dire que
Il y a les escales, les temps de repos, les jours de récupération. Non, je pense que maintenant l'image d'Épinal est effacée. Le rythme est quand même assez soutenu. Dans la compagnie Air France Europe, depuis 2 ans, je pense qu'au niveau du personnel navigant commercial, le rythme est soutenu. Avec des mois, moi je termine mon mois ce soir avec 64 heures de vol. Comme la plupart de mes collègues autour de moi, sont des mois serrés et n'avons pas le temps de chômer, je pense. Et je me sens relativement productive durant ce mois. Ok, je rappelle, D1 décollage. Paramètre moteur vérifié. V1 VR. Gear up. « 64 heures de vol, cela signifie pour Mireille Chervin plus de 180 heures de travail par mois. Salaire, environ 17 000 francs bruts pour 17 ans d'ancienneté. Le métier a des contraintes, il faut s'organiser. Paradoxalement, la plupart ont choisi Air Inter pour préserver une vie de famille, contre Air France et les longs courriers aux contraintes différentes. La perspective de la fusion soulève bien des interrogations. Sur le long courrier, je pense que ça se fera sur la base du volontariat. Bon, en tous les cas, moi, c'est vrai que le long courrier, c'est hors de question. Je peux pas. Je peux pas parce que je peux pas partir aussi longtemps. J'ai une fille en dehors d'Air Inter qui m'oblige à revenir souvent à la maison. Quel est le sentiment d'un salarié d'Air Inter en ce moment? On aimerait bien savoir à quelle sauce on va être mangé. Voilà. Et en tout cas, on aimerait bien avoir notre mot à dire. « 22h40, l'aéroport de Pau s'annonce aux confins des lumières de la ville. Dépose d'atterrissage devant 040 de 9. Reçu, X-India. Ce soir, l'équipage dormira à l'hôtel. C'est un autre rituel qui revient 8 à 10 fois par mois. Demain matin, l'avion devra redécoller à 6h50. Il reste en gros 5 heures de sommeil. Le métier n'est pas de tout repos. 50, 30, retard, 4, 3, 2, 1, 0. 120 nœuds, spoiler sortie, réverse vert. 110, 102, 90, 80. T'es à 10 mètres du virage. 5 mètres. Loin de l'ambiance sulfureuse du comité d'entreprise, l'histoire semble déjà écrite. Le grand virage de la fusion, déjà pris. 3 mètres, 2 mètres, top. Tout à fait curieusement, on a l'impression que les gens à Air Inter ne sont pas surpris de ce qui arrive. Donc, ça prouve qu'ils étaient... Bah, j'ai dit prêts, c'est un grand mot, mais en tous les cas, qu'ils s'y attendaient. Maintenant, il faut réussir le mariage. Il faut réussir le mariage, ça va être une épreuve avec des mariés qui ne sont pas forcément... Avec des mariés, oui, qui ont déjà beaucoup vécu, quoi. Et puis qui viennent de familles, finalement, où dès le départ, ça a été un antagonisme. 4 juillet, 7h30, Christian Blanc a donné rendez-vous aux salariés d'Air Inter et d'Air France dans un grand hôtel parisien. Il avait promis de venir s'expliquer et de discuter. Il s'expliquera. On peut vous demander votre état d'esprit ce matin? Il est excellent. Oui. Qu'est-ce que vous allez annoncer aux salariés? Nous allons lever les incertitudes. C'est-à-dire? Si vous voulez bien, je réserve ceci aux représentants des salariés. Est-ce que vous ne craignez pas une réaction un petit peu violente? Certainement pas. On prend les mêmes et on recommence. Ils sont venus, ils sont tous là, à signer pour le meilleur et pour le pire. Ne manque à l'appel que les salariés, pourtant invités à venir manifester. Le service d'ordre sur les dents restera sur sa faim. Christian Blanc ne sera l'otage que des photographes. Le comité d'entreprise d'Air Inter n'aura duré que 2 heures. Le mot fatidique est enfin devenu officiel, fusion. 2 salons plus loin, les salariés d'Air France attendent la même annonce dans une ambiance beaucoup plus feutrée. Voilà. Non, pas
La porte est dérobée, mais Christian Blanc ne s'est pas dérobé. Fort du soutien qu'il a reçu en allant à Matignon 2 jours plus tôt, il écrit aussitôt au personnel. Il y parle de l'agressivité des concurrents, des efforts qu'ils ont faits avec l'accord de leurs salariés. On trouve les mots modernisation, réduction des coûts, mais pas fusion, seulement rassemblement. On n'est jamais trop prudent. Au fait, drôle d'endroit pour une rencontre. Non, c'est parce qu'on a faim. ça ne fait que 6 heures que je suis en train de parler. Et je vous promets, je commence à avoir très faim. Juste une petite question, comment on vit une journée comme celle-là, qui est une journée cruciale, c'est un tournant quand même historique pour le transport aérien français? Vous savez, on ne se pose pas ce type de questions au moment où on est dans l'action. C'est avant qu'on se le pose que, bon, faut réfléchir, c'est effectivement très, très lourd. Mais je dirais avec un certain plaisir aujourd'hui, parce que c'est toujours important d'essayer d'expliquer à des hommes et des femmes, en l'occurrence c'était des syndicalistes, qui sont très attachés à leurs entreprises, comment on va essayer avec eux de transformer la réalité, de moderniser les entreprises. Nous allons entamer une action dès ce matin, non seulement de grève, mais des actions dures, puisque aujourd'hui nous n'avons plus le choix et qu'il faut entrer en résistance contre la fusion. Ce qui nous concerne, on n'a jamais vu des fusions où il y avait une création d'emplois, hein, ou alors on n'a rien compris au mot de fusion. On n'acceptera pas de se faire avaler tout simplement et de se retrouver avec des conditions de travail d'Air France. On attend des négociations aujourd'hui. Il ne faudra pas s'étonner si demain il y a des gens sur la piste avec des boulons. Et en tout cas, qu'on ne nous demande pas, nous, organisations syndicales, d'aller calmer les troupes. Le jour même, 12 des 14 syndicats d'Air Inter publiaient un communiqué dénonçant la fusion. Une unité de papier. Le comité d'entreprise d'Air France votait, lui, le soutien à la fusion. Au matin du 5 juillet, un nouveau jour se lève et la vie continue. La déclaration de guerre des syndicats est restée lettre morte. Le fatalisme d'une fusion inévitable l'a emporté. La crainte d'un avenir encore plus sombre a forcé la modération. On peut y aller, commandant Fermier armé. On y va. Depuis 20 ans qu'il fait ce métier, Pierre Richard a toujours envie d'y aller. Il sait que les grands changements européens et mondiaux imposent des regroupements partout. Faut pas rêver, dit-il, mais quand même. Vous comprenez la porte opposée. Merci. On est un petit peu sur les fils du rasoir. On ne sait pas si on nous dit d'un jour qu'on est trop vieux, on nous dit qu'on coûte trop cher, on nous dit que si, que là, bon, je sais pas, ça fait quand même un petit peu, ça fait quand même de temps en temps mal au cœur, quoi. On parle actuellement de productivité, de coûts, donc il est certain que quand on voit des collègues étrangers d'autres pays asiatiques ou à bas coût de salaire, mais qui ne sont pas propres à l'aviation à tous les niveaux, il est certain que même si on coupe mon salaire, on divise mon salaire par 4, je serai forcément beaucoup trop cher par rapport à eux. Si on veut faire un grand projet de compagnie française, on le fera principalement avec son personnel, qui a la tripe, hein, qui marche à l'affectif, et non contre son personnel. Tout l'enjeu est là, mobiliser un personnel désorienté et inquiet. Un personnel qui sait ce qu'il vient de perdre et qui aimerait être sûr que la relève sera assurée. Cette ambition, la direction aimerait la tenir avec son projet de navette sur lequel elle planche depuis des mois. L'idée est simple, multiplier les vols sur Toulouse, Nice et Marseille, jusqu'à un toutes les demi-heures aux heures de pointe. Bref, prendre l'avion comme on prend l'autobus. Facile à dire, pas facile à faire. La tâche est complexe, à l'image du transport aérien aujourd'hui, où les grandes compagnies doivent aussi bien s'atteler aux petites lignes intérieures peu rentables, tout en s'occupant de nouer des alliances à travers le monde. Bonne soirée. Pour se détendre, on passe aux travaux pratiques. Qui veut des sandwichs servis à bord? Les services navettes. Les services navettes. Oui. Moi, je me lance pas. Une fois les grandes décisions arrêtées à Paris, il faut les mettre en place sur le terrain. Négocier par exemple la transformation des aérogares pour l'accueil des navettes avec des chambres de commerce qui, elles aussi, ont appris à faire jouer la concurrence. Ce jour-là, Toulouse recevait la visite du directeur des Escales France. Devant les cadres,
Claude Malacan définit le nouveau programme, interroge, explique. Bon, un des moyens d'évoluer, c'est de rendre ces métiers beaucoup plus complémentaires. C'est-à-dire qu'une tâche donnée n'appartienne pas qu'à une seule corporation, mais que plusieurs puissent la faire. Ce qui crée de la solidarité et qui crée de l'efficacité. Efficacité, solidarité, les mots ne sont pas choisis au hasard. Surtout ne pas dire rentabilité, productivité. Pourtant, que ce soit le projet d'habiller le personnel de piste avec un seul uniforme, quelle que soit sa fonction, ou d'affecter un responsable pour tous les vols, et non plus pour chaque avion, grâce à de nouveaux programmes informatiques, l'objectif est clair, faire mieux avec moins d'hommes. Et on a intérêt à mettre un coordinateur à demeure, et puis je peux vous assurer qu'il aura du travail, celui-là. L'après-midi, même discours de la méthode, devant un échantillon de salariés intéressés par la navette. Ambiance. L'idée, c'est de se faire mal, là, cette fois-ci, avec la concurrence, c'est de se faire très mal. En tant que personnel, ça fait longtemps que je me fais mal, moi, les inter. Donc ça va pas me changer grand-chose. Et in fine... Mais navette, moi, je dis oui. Mais je dis oui avec une politique tarifaire simple. Il ne faut pas avoir peur de faire simple. Parce que si on fait simple, on fait efficace. Et si ça rapporte de l'argent, c'est encore mieux. Alors, est-ce qu'on a l'intention de faire enfin simple? Alors, je vais vous répondre. Vous nous demandez des efforts surhumains, de tous les efforts. Mais on parle... Je sais pas. Non, moi je dis que c'est surhumain. Peut-être vous que vous ne pensez pas. Parce que si on ne m'intéresse pas à quelque chose dans la compagnie, depuis 5-6 ans, moi je vois des plans sociaux qui arrivent, j'entends parler à droite à gauche que c'est les meilleurs qui arrivent, je vois mes PDG qui s'en vont comme un gravelotte qui arrivent et qui ont toujours le produit nouveau, et moi pendant ce temps-là on me bloque mon salaire. Et on me dit, vous inquiétez pas, ce que je pense c'est le meilleur pour vous. Donc est-ce que vous avez prévu quelque chose, un intéressement au personnel financier? Alors là, c'est vrai que, comme je dirais, c'est pas la bonne saison. Hein. Par les temps qui courent... Sur la piste, le travail se fait. Mécanicien, Frédéric Moal est chargé de vérifier l'état de l'avion et de s'occuper de son entretien. Demain, s'il faut augmenter la cadence, il augmentera la cadence. Là n'est pas le problème. Le problème s'appelle motivation. Ce sentiment de ne pas avoir le choix, que seule l'entreprise décide. Cette situation, Didier Garot, copilote depuis 8 ans à Air Inter, l'exprime sans embâge, comme tant d'autres. On ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Hein. Est-ce qu'on parle d'avoir des nouveaux avions, récupérer les avions d'Air France, je ne sais pas. Vous n'avez pas eu de réunion d'information? On a des papiers, mais on est tellement submergé par les papiers. Tous les 2 mois, les objectifs changent. Il y a 2 mois, on devait supprimer Quimper, Lorient. Et maintenant, c'est Nantes et Toulon. Alors, on ne sait plus où on va, là. C'est facile de travailler dans ces conditions? Pas trop, parce que le moral n'y est plus. Hein. On était quand même une équipe leader. On a quand même développé tout le réseau français. On a même réussi à concurrencer le TGV sur certaines lignes. C'est quand même pas négligeable. Hein. Et maintenant, on casse tout. Quoi. Et pourtant, la vie continue. Ils voulaient voir Madrid, ils n'ont pas vu Madrid. Ou plutôt, ils n'ont visité que son aéroport. Ça tombait bien, ces cadres d'Air Inter étaient venus pour ça. Pour tirer les enseignements de la navette d'Iberia entre Madrid et Barcelone. Est-ce qu'ils embarquent là? Est-ce que quelqu'un qui n'a pas de billet, oui, enfin qui a un billet, pardon, qui a un billet, qui n'a pas de bagage, est-ce qu'en se présentant il part ou pas? Il part si le vol, à quelle heure il part là? Il est 12h, c'est fini. Le vol de 12h, il n'y a plus aucun enregistrement 20 minutes avant l'heure de départ programmée. Ça c'est impératif. Quand un instant l'embarquement est affiché, c'est terminé. Et si je tente le coup là? Tu tentes le coup? Ils vont te dire non, monsieur, vous avez le vol suivant qui doit être à 12h30. Et il n'est pas affiché. Il faut tenter le coup, mais... Regarde, un client là, il se présente... Regarde, en direct. Là, non. Bah, regarde, il n'a pas été enregistré. Il y en a encore un là qui arrive, non. Pour eux, qui doivent mettre en place ce système à Orly, tout est instructif. Le temps de réponse a l'air finalement plus rapide que ce que me laissait imaginer l'écran. Moins d'une seconde, tu mets ta carte... C'est immédiat. De la billetterie automatique ultra rapide, et en français s'il vous plaît, jusqu'au client d'Air Inter, surpris en passager régulier du Puerto Aéreo d'Iberia, et aussitôt interviewé. C'est pas vous, c'est pas un critère, j'ai toujours trouvé de la place.
toujours. Donc c'est la fluidité totale. Implémenter cette solution, ce sera parfait. Bonne journée. Et puisqu'on est là pour poser des questions, autant faire un petit tour de piste et épier toutes les opérations. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ici, il n'y a que 5 personnes pour décharger et charger un Boeing de plus de 150 passagers. Le tout en moins de 30 minutes. La performance n'est pas pour la gloire. Donc peu de bagages, des allers-retours dans la journée. Le but, c'est de tuer la concurrence. C'est bien évident. Il est clair que l'arme du pont aérien pour Iberia a consisté à essayer de sortir du marché les concurrents qui commençaient à prendre des parts de marché très significatives. Et c'est bien ce que compte faire Air Inter, enfin Air France, elle qui a vu la concurrence devenir très gourmande depuis quelques années. Cette concurrence, nous avons voulu la tester. Direction une agence de voyage pour, par exemple, un aller-retour Paris-Marseille, le lendemain, sans conditions particulières. On va regarder le tarif. Première proposition, Air Inter. Ça va nous faire du 150 x 2 et un tarif à 1900 francs l'aller-retour. On va regarder avec AOM. Même chose, c'est les mêmes tarifs. Ce qu'on peut regarder, par contre, c'est TAT. Si vous n'avez rien contre, on peut regarder TAT. Ah, là, on a quelque chose un petit peu mieux en aller-retour à 1710. 1710 francs. Il n'y a pas une concurrence énorme. Je veux dire, dès qu'il y en a un qui sort un tarif, bon, bah, l'autre, il s'aligne plus ou moins. Enfin, c'est un petit peu le jeu des compagnies, c'est normal. Cet alignement sur les prix du mieux offrant a conduit depuis 2 ans à une guerre tarifaire sans merci entre les compagnies françaises. Jusqu'à la déraison parfois, le prix du billet ne couvrant même pas les frais du transport. Un scénario qui a abouti à ce genre de situation. 3 Toulouse-Orly proposés par Air Inter, Air Liberté et TAT à un quart d'heure d'intervalle. Les chiffres sont, j'allais dire, catastrophiques, hein, parce que nous, on prend donc 120 passagers, TAT 40 passagers sur un Fokker et Air Liberté 80 sur un MD qui a plus de 150 sièges. Le meilleur taux de remplissage, c'est pour qui? Le meilleur taux, aujourd'hui, c'est pour Air Inter Europe. Après pour Air Liberté et après pour TAT. Je peux vous dire qu'il n'y en a pas un qui gagne de l'argent. Hein. Aujourd'hui, Air Liberté, redressement judiciaire. AOM, déficit. TAT, déficit. Air Inter, déficit. Cette guerre risque de ne laisser que des vaincus, alors que dans 6 mois, les compagnies européennes pourront à leur tour venir voler sur les lignes françaises. Alors, la bataille se calme sur les prix et se déplace vers l'innovation ou le service, comme pour AOM, qui a misé sur l'accueil de ses passagers. Les clients adhèrent sans perdre de vue ce que les autres compagnies peuvent offrir, à commencer par les navettes de l'ex-Air Inter. Oui, dans la mesure où là, il y a un service différent qui est pas d'attente, un avion, comme aux États-Unis, les shuttles. À tout moment, on peut sauter dans un avion. Donc, la notion de confort, on l'oublie, puisqu'on gagne en contrepartie peut-être 1 heure, 1 heure et demie. La bataille s'est aussi déplacée vers la réduction des coûts. Aucun secteur n'est à l'abri. Dans la ligne de mire, notamment les salaires, à commencer par ceux des pilotes. À Air Inter, pour calculer la rémunération d'un commandant de bord, il faut un document de 28 pages. Pendant longtemps, cela convenait à tout le monde. On s'arrangeait entre soi. La concurrence a tout changé, car la concurrence vole moins cher. Un commandant de bord, comme je vous ai dit, entre 700 et 750 heures. On tourne aux environs de 550 000 environ annuels. Et vous savez à peu près ce que gagne un pilote d'Air Inter? Oui, c'est connu de tout le monde aussi, c'est pareil. Ouais. C'est-à-dire? Oui, il tourne aux alentours de 100 000. Voilà, c'est ça, en gros. Pour combien d'heures de vol? 150. Disons, eux, ils se sont battus pour avoir des conditions sociales telles qu'on ne crache pas dessus, de toute manière. Le copilote a 24 ans et de toute autre condition. 240 000 francs pour 730 heures de vol annuelles, moyenne. On embauche maintenant des gens beaucoup moins chers qu'auparavant? Bien sûr, ça c'est clair. Faut pas rêver, les salaires n'iront jamais en augmentant et les années qu'ont pu connaître nos anciens, c'est révolu pour nous.
Nouvelle grève surprise des pilotes de l'ex-compagnie Air Inter. La direction veut dénoncer devant la justice le caractère illicite de ce mouvement. C'était le 12 septembre, Air Inter était encore en grève, diraient certains. Ce n'était pourtant que la deuxième fois en 6 mois de turbulences fusionnelles. Sans préavis, tous les syndicats de pilotes avaient appelé à cesser le travail pour riposter à la mise à pied d'un des leurs et interpeller le public sur les carences de sûreté. Une façon de hausser le ton, alors qu'on leur demande de s'aligner sur les conditions de travail d'Air France. 15% de salaire en moins, 15% de travail en plus, l'impression de porter le chapeau en prime. Ce jour-là, nous avions rendez-vous avec Christian Blanc. On dit le personnage provocateur. Je suis venu faire un petit tour pour voir quel est l'effet de ce qui se passe à Orly sur Roissy. Bon, ça n'a pas d'incidence ici, mais enfin, c'est quand même un problème. Hein, commence à nous emmerder, vos collègues. Hein. Je dirais jusqu'à dire chacun ses problèmes. Oui, mais ce sont les nôtres. Le problème, c'est que ce sont les nôtres en commun. Tout à fait, tout à fait. Allez, au revoir. Petit détour, sûrement pas par hasard, par le guichet d'Air Inter. Comment ça réagit la clientèle par rapport au plan de grève des pilotes ce matin? Pas très satisfait d'être venu d'Orly à Roissy. Ouais. Bon. C'est partout pareil. Bien, il serait temps que ces messieurs comprennent. Bien, allez, bon travail. Au revoir. Faisant fi des silences, Christian Blanc posera les mêmes questions partout où il passera. Façon de provoquer, façon de rechercher aussi l'adhésion. La méthode lui avait permis de sauver Air France, promise au naufrage lors de sa nomination en 1993. Cette salle, au cœur de Roissy, est d'ailleurs un des éléments de la réussite. Elle gère le hub de la compagnie, ce système qui permet de multiplier les possibilités de vol, donc de passagers, en faisant croiser les avions à l'arrivée avec ceux au départ. Nous pouvons, à partir de ce que nous avons réalisé là, dans les 2 ou 3 ans qui viennent, avoir au cœur de l'Europe, ici à Charles de Gaulle, le hub le plus performant, qui est pour notre pays et pour la compagnie un avantage concurrentiel considérable. La compagnie, la concurrence, la France, 3 notions clés dans la stratégie de Christian Blanc à la veille de l'ouverture totale du ciel européen. À compter du 1er avril 1997, toutes les compagnies européennes pourront desservir n'importe quelle destination en Europe. Pourquoi pas Paris-Marseille sur Lufthansa ou Toulouse-Orly sur British Airways. Le meilleur moyen, racheter des compagnies déjà implantées sur ces marchés. Les soi-disant prédateurs vont-ils déferler sur la France? Après s'être livré bataille, certaines compagnies françaises en viennent à faire bloc. Comme le PDG d'AOM, devenu le chantre du transport aérien français et le meilleur avocat d'Air France. Air France sera-t-elle l'une de ces très grandes compagnies, avec en Europe British Airways et Lufthansa? À côté, oui, et il le faut, et c'est essentiel. Et je préfère qu'il y ait, en plus du groupe Air France, un ou des acteurs français plutôt que des acteurs étrangers comme TAT British Airways. On ne parle de cette date et de cette échéance qu'en termes de défense. Qu'est-ce qu'on peut faire, semble-t-il, pour empêcher ces étrangers de venir travailler sur notre, pas sur notre sol, mais dans notre ciel français? Je vous l'ai dit, je ne suis pas convaincu qu'il y aura beaucoup de monde. Mais on ne se pose pas la question qui est aussi la question opposée. Qu'est-ce que les compagnies françaises sont capables d'aller faire en Europe? Qu'est-ce que les compagnies françaises sont capables d'aller faire dans cet environnement communautaire qui leur est maintenant ouvert? Ben là, apparemment, la réponse n'est pas grand-chose, parce que nos compagnies ne sont pas assez fortes, ne sont pas assez dynamiques, ne sont pas assez riches sur le plan financier pour pouvoir investir. La bataille promet. Pour la mener, les cadres du groupe Air France se sont retrouvés lors d'un séminaire en septembre. L'un des enjeux, présenter le nouvel état-major, fruit de la fusion des directions d'Air France et d'Air Inter. Une histoire qu'on pourrait titrer « Un fauteuil pour deux ».
Jean-Pierre Courcol venait de céder le sien, sans fracas, simplement avec le sentiment d'avoir terminé sa mission, diagnostic. Est-ce qu'Air France existera encore dans 2 ans? Oui. Oui, oui. Air France existera encore dans 2 ans, à condition que l'État comprenne qu'Air France fait partie dorénavant d'un marché avant d'être une compagnie nationale. Et si les politiques ont compris ça, Air France existera. Parce qu'il y a des armes extraordinaires. Parce que Charles de Gaulle est une arme pour Air France qu'aucune autre compagnie européenne n'a. Parce que le parc d'avions est bon. Donc Air France existera. Sauf si on retombe dans les erreurs passées, on oublie de considérer Air France comme une entreprise. Tant que Christian Blanc est là, j'ai confiance. L'État actionnaire, hein, vous en pensez quoi? Je ne sais pas ce que seront mes futures activités, mais je ne suis pas sûr que j'ai envie de rester dans ce type de fonction où l'État est actionnaire. Pourquoi? Parce que je trouve que l'État est un mauvais actionnaire. Pourquoi? C'est difficile de dire pourquoi. Peut-être parce que nous avons affaire à des gens élus, tout simplement, et que l'élu privilégie souvent trop le court terme par rapport au long terme. Quelques jours avant le lancement des navettes, on a répété. Objectif, faire repartir l'avion au maximum 30 minutes plus tard. On se croirait à un Grand Prix de Formule 1. Débarquement des 138 passagers, 7 minutes. Ménage, 6 minutes. Déchargement des bagages, 9 minutes. Chaque seconde est précieuse. La polyvalence est devenue la règle. Pour l'instant, promesse est faite de ne pas licencier, mais de redéployer le personnel vers l'accueil de la clientèle, indispensable en temps de concurrence. Une promesse possible à une seule condition, le succès. Ce jour-là, l'avion est reparti 34 minutes plus tard. Par rapport à un vol normal, ils avaient gagné 11 minutes, il restait à en gagner 4. Une belle métaphore sur la situation actuelle d'Air France. Jean-Pierre Courcol, Philippe Boissry, bonsoir. Jean-Pierre Courcol, vous étiez au moment du reportage directeur général d'Air France Europe. D'abord, peut-être un mot sur le reportage qu'on vient de voir. Je crois que c'est un très très bon travail journalistique. Alors évidemment, c'est une synthèse. Et j'ai un peu de mal personnellement à revoir ces images parce qu'elles sont quelquefois un peu dures, mais je trouve que le reportage est bon. Et c'est pour moi le reflet fidèle de ce que l'équipe a pu voir pendant près de 6 mois à l'intérieur d'Air Inter. Et de ce que vous avez vécu. Avec le recul, vous avez certains regrets, les choses auraient pu être faites différemment? Oh, j'en ai toujours des regrets. Le premier regret que j'ai, c'est de ne pas avoir mis en place plus tôt le plan à 2 ans. J'ai mis en place avec le lancement des navettes, la suppression d'un certain nombre de lignes. Et le second regret, il est tout simple, c'est que j'avais mis en place une équipe. Et je regrette de ne pas avoir pu rester avec elle, parce que cette équipe-là avait de gros moyens. Et c'est une équipe de direction qui va s'imposer, je crois, à l'intérieur du groupe Air France. Philippe Boissry, on peut dire que le poids du politique a été très important dans cette affaire. Il est à la fois très important et en même temps, les politiques sont un petit peu comme les autres acteurs, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à s'adapter à cette situation qui évolue à une vitesse très très grande. Et rien qu'un exemple, la fusion, c'est un scénario qui existait depuis longtemps dans la tête des politiques. On imaginait que c'était la bonne solution pour Air Inter et Air France. Et en même temps, pendant très longtemps, on a mis un petit peu dans la balance l'avantage économique, évident, et en même temps le coût social. Et quand on regardait le coût social, chez les politiques, on se disait, oulala, on attend, et on a attendu comme ça pendant assez longtemps avant d'arriver à cette solution, et un jour elle a fini par s'imposer. Et c'est un petit peu ces difficultés d'adaptation, et qui va continuer, parce qu'aujourd'hui il faut négocier avec l'Europe, demain il faudra négocier à travers le monde avec les États-Unis, avec les pays d'Asie, et là aussi ça change énormément pour les politiques. Jean-Pierre Courcol, vous le dites au cours du reportage, vous confirmez que Air France se porterait mieux sans le poids du politique? Incontestablement, oui. Je l'ai dit dans le reportage, et je le confirmerai à chaque fois qu'on me le demandera. Vous savez, juste une anecdote.
Mais on voit dans ce reportage à un moment que je suis pris en otage par les syndicats. Quand cette prise d'otage est terminée, j'ai reçu un coup de fil de mon ancien président quand j'étais dans le groupe Amaury, j'ai reçu un coup de fil de Christian Blanc. Mais de ma tutelle, jamais. J'attends toujours le premier coup de téléphone. Mais dans le même temps, le ministre prenait rendez-vous avec les syndicats qui m'avaient gardé pour un rendez-vous dans les 48 heures. C'est juste une toute petite anecdote, mais c'est tout à fait parlant et symbolique de ce que je considère comme étant quelque chose de tout à fait hors norme pour une société commerciale, tout simplement. À propos de la fusion, justement, l'essentiel a déjà été fait ou il y a quelques turbulences encore à craindre? Oh, je pense que l'essentiel est fait. Je crois que les esprits sont maintenant prêts à cette fusion. Je crois qu'elle est complètement nécessaire. Donc il va bien falloir y arriver. Mais là encore, il va falloir que les politiques aillent jusqu'au bout et qu'ils donnent le coup de pouce qu'il faut et qu'ils aident Christian Blanc à parvenir à cette fusion rapidement. Et simplement, il faut savoir que des managers de ce niveau-là, du niveau d'un Christian Blanc, ils n'en trouveront pas tous les matins. Et s'ils continuent de la manière dont ils s'y prennent aujourd'hui, un jour ils le perdront et s'en mordront les doigts, gravement. D'autant qu'on voit quelques, on va dire, nuages s'amonceler, pour garder la même image, le rachat d'Air Liberté par British Airways. Quel est votre sentiment là-dessus? Écoutez, ce rachat, on l'avait annoncé, Christian Blanc le premier, il y a maintenant 1 an. On avait annoncé exactement ce qui allait se passer. C'est-à-dire que c'est toujours facile d'arriver sur un marché et de vendre un produit 30% moins cher que les autres. Encore faut-il avoir des coûts qui correspondent et faire en sorte que ce marché soit normal. Là, le marché a été faussé. Et il est tout à fait dommage qu'on ait encouragé le patron d'Air Liberté à continuer. Parce qu'aujourd'hui, le trou est énorme et il s'est passé ce que l'on avait prévu. C'est-à-dire que maintenant, heureusement que nous nous sommes battus sur les parts de marché, car aujourd'hui, c'est 20 à 25% du marché français qui va tomber, du marché intérieur français qui va tomber entre les mains des Anglais. Si nous ne nous étions pas battus sur les parts de marché, c'est 50% qui seraient aujourd'hui en train de partir. Donc encore une fois, on l'avait annoncé. Il est dommage que l'on n'ait pas été plus écouté à l'époque. Philippe Boissry. Oui, sur British Airways, à la limite, on peut considérer que c'est le jeu normal. On est dans une situation de concurrence. C'est le jeu normal. British Airways rachète des entreprises en France. Là où il y a un réel problème, c'est sur la stratégie, à mon sens, européenne. Et ce qui m'a, moi, marqué au cours de ce reportage, c'est qu'on parle beaucoup de transport français, de transport anglais, de transport allemand. Et jamais personne ne m'a parlé de transport européen. Alors qu'il y a peut-être là aussi un enjeu important. Et on n'en parle pas. Et British Airways, quel est le problème? C'est pas que British Airways s'implante en France, c'est de savoir quelles sont les règles de concurrence. Et quand on voit British Airways qui n'a quasiment pas, par exemple, d'Airbus dans sa flotte, il y a un véritable problème de développement économique de l'Europe, parce que l'Europe développe ses avions, et en même temps, British Airways ne joue pas le jeu de ce côté-là. Et paradoxalement, en ce moment, on se retrouve dans une situation où on incite largement Air France à jouer le jeu d'Airbus, alors qu'en tant que société privatisée bientôt, le but d'Air France, c'est de faire jouer la concurrence aussi pour acheter ses avions. Donc il y a un jeu un peu paradoxal. Jean-Pierre Courcol, vous avez donc quitté Air France Europe il y a 2 mois. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, je suis revenu dans ma famille d'origine. Je suis en train de préparer les élections à la Fédération française de tennis. Alors je parcours les provinces avec toute une bande d'amis qui me soutiennent. Et chaque jour, je fais des progrès. Je suis tout à fait optimiste et je pense que je vais être élu, j'espère en tout cas. Ça vous change de l'aviation? Ça me change beaucoup de l'aviation. Ça me ressource également. Et je suis aujourd'hui un homme heureux. Jean-Pierre Courcol, Philippe Boissry, merci.